c'est, je veux dire, faire un enfant, c'est quelque chose de grave. Enfin, c'est mon sentiment. Je vous dis ça avec la maturité, bien évidemment, de ces 20 années, que faire un enfant, c'est. Je vous avoue que moi, j'ai fait un petit peu des enfants égoïstement. Je rêvais d'enfants et la réalité a été tout autre. Oui, c'est encore un autre débat, hein, Nadia, que vous soulevez là. Mais j'entends bien, et je pense que, en effet, dans cette proposition de loi, c'est aussi une responsabilisation de ce que c'est qu'être parent. Et je sais que ça, Pierre Lassus, ça vous tient encore plus à cœur. Oui, parce que l'être parent, encore une fois, c'est pas du tout un état, c'est pas être géniteur. Être géniteur, ça, c'est la nature qui fait que. Être parent, c'est une fonction, et je pense que nos sociétés ne valorisent pas, n'assument pas l'énorme responsabilité de la fonction parentale dans le fonctionnement social et dans l'avenir de nos sociétés. Merci Nadia, en tout cas de témoigner. Et on entend encore votre souffrance aujourd'hui, 20 et quelques années plus tard. Merci Nadia. Au revoir. Au revoir. Merci Pierre Lassus. Merci, vous êtes Brigitte. venu me soutenir avec talent comme d'habitude. Merci. Et puis nous accueillons maintenant, alors je sens que ça va encore faire polémique, mais c'est pas grave, moi j'adore les polémiques. Ludovic Mohamed Zahed, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le Coran et la chair. On va parler avec vous donc de la difficulté d'être homosexuel lorsqu'on est de religion islamique. Dans un instant, bien sûr, vous pourrez aussi lui poser des questions au 32-16. À tout de suite. RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Eh bien, nous sommes avec Ludovic Mohamed Zahed. Ludovic Mohamed, c'est ces deux prénoms qui inscrivent bien votre dualité. À la fois, vous êtes donc d'origine algérienne, vous êtes français, et dans vos deux prénoms, je trouve que ça on peut pas. Ça se voit bien. Hein, on est d'accord. Hein, c'est assez explicite. Exactement. Mais Ludovic, c'était un prénom que j'ai rajouté quand j'ai eu 22 ans. Oui. Quand j'ai pris la nationalité française. Vu que je ne suis pas né en France, je suis né à Alger. J'ai quitté l'Algérie, j'avais 1 an, donc tout bébé, je m'en souvenais même pas. Mais vous y êtes retourné ensuite. Je suis retourné très souvent, étant enfant. J'ai fréquenté les mosquées salafistes, étant adolescent, allègrement. Mais je ne me sentais pas français, bizarrement. Enfin, je me posais vraiment la question de savoir qu'est-ce que c'est que d'être français, qu'est-ce que c'est que d'être musulman en France, arabe, d'origine arabe. Bon, tout ça s'entrechoquait à l'adolescence. Et je suis allé faire un séjour linguistique aux États-Unis. Et donc j'expliquais mon histoire très compliquée à la française. Hein. Je suis d'origine et j'ai vécu ici et là, etc. Et les gens me disaient oui, c'est bon, t'es français, on a compris. Et ça m'a fait tout de suite tilt. Je suis rentré en France et j'ai entrepris les démarches pour prendre la nationalité française. D'accord. Et donc ce prénom Ludovic et j'ai choisi avec ma sœur. Et vous avez quand même gardé Mohamed. Mohamed, oui, c'est important pour moi d'avoir la double culture qui transparaît dans mon patronyme parce qu'on en souffre peut-être un peu plus quand on a cette diversité, ce qui est censé être une richesse. Des apports culturels, il faut toujours se justifier d'où on vient, expliquer pourquoi, etc. Ça peut être intéressant, mais ça ne devrait pas être une obligation. Bon, je pense que maintenant j'en fais quelque chose de... Enfin, je le mets en avant. Oui, c'est un porte-drapeau, parce que c'est vrai que moi j'essaye d'être d'une tolérance absolue, mais on n'est jamais d'une tolérance absolue, j'en suis bien lucide. Mais c'est vrai que moi j'ai reçu ce livre, ça m'a paru vraiment intéressant de parler de l'homosexualité de l'islam, mais tout de suite je me suis dit quand même, Ludovic Mohamed Zahed, il y a quelque chose de provocateur dans ce double prénom, vous voyez. Certains disent être homosexuel et musulman, c'est une provocation en soi. Ça c'est sûr. Alors là, vous n'en doutez pas. Je n'en doute pas, et je salue votre courage parce Merci. que je ne sais pas si c'est du courage ou de la naïveté. Moi je me suis, j'ai longtemps cru que j'étais comme ça, d'affirmer mon passé avec comme ça, naturel et tout. Et à force d'entendre tout le monde me dire que c'était courageux, je sais que c'est courageux. Et je sais aujourd'hui pourquoi c'est courageux. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est courageux. Merci. Et je vous le confirme. Bon, en tout cas, ce que vous expliquez bien, c'est que dans cette religion, pour l'instant, mais vous allez évoluer, le
le catholicisme a bien évolué. Il n'y a pas de raison que vous n'évoluiez pas. Il y a cette notion de masculinité toute puissante. Et donc, être homosexuel quand on est de cette religion-là, c'est quelque part ne pas être un homme, quoi. Hein, c'est un peu ça que vous expliquez dans votre livre. Oui, c'est ça, parce que la féminité l'identité féminine a un rôle de second plan, en fait. Même si elle est consultée, qu'on dit qu'elle a une place centrale au sein de la famille, mais ça reste quand même un rôle de second plan au niveau social. Et si vous êtes efféminé, c'est un homme efféminé, c'est encore pire, parce que vous êtes censé avoir les attributs de la masculinité, donc vous êtes censé être celui qui défend la famille, la tribu quelque part, et puis vous voilà efféminé, même pas capable de défendre le nom de vos ancêtres. Donc ça, on me l'a fait comprendre très jeune. Dès le très jeune âge, dès 8 ans, on m'a dit femmelette, gonzesse, pleurnichard, ce genre de choses. Ça passait pas du tout. À l'école, bon, j'étais très androgyne, donc on ne savait pas si... j'ai un autre prénom. Encore oui. L'autre fille, on dit, est-ce que c'est le prénom d'une fille? Après, on voyait Mohamed, donc ça rassurait. C'était quoi l'autre prénom? L'autre fille. Ah oui. Donc c'est un prénom très maghrébin, assez rare d'ailleurs. Donc très androgyne lui aussi. Vous l'aimez pas ce prénom d'ailleurs? Non, j'aime bien, mais c'est le prénom d'ailleurs que ma mère arrête pas de me dire qu'elle l'a choisi, qu'elle y a réfléchi toute la nuit avant de me mettre au monde, etc. Donc c'est un prénom qui m'a coûté cher. C'est pour ça que lorsqu'on m'a demandé de l'évacuer, de mettre juste Ludovic Mohamed pour faire un peu moins compliqué, ça m'a pas posé de problème. Et cette question de la féminité aujourd'hui, je la gère beaucoup mieux. Beaucoup mieux aussi parce que c'est vrai, j'ai changé. On a fait pression sur moi pour que j'évolue, comme vous dites. Donc j'ai évolué d'une certaine manière. En tout cas, j'ai modifié la représentation que j'avais de moi-même, du rapport à mon frère aîné surtout. Alors là, le droit d'aînesse dans la famille, c'était compliqué aussi. C'est pas rien, oui, vous en parlez. C'est pas rien, oui. C'est-à-dire qu'il était plus violent que mon père. En tout cas, mon père était peut-être violent indirectement. Il a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il me soutient beaucoup aujourd'hui. Alors que mon frère, ça reste encore très difficile. Il était violent physiquement en me disant, il me brisait la mâchoire en me disant, ça fera de toi un homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait pas, ça te fera de toi un bon musulman ou un bon arabe, mais ça fera de toi un homme. Oui, c'est vraiment cette question de masculinité qui... Et alors, vous avez une autre tare, je le dis avec humour, mais quand même... on peut en rire, on peut en rire. Hein. Vous êtes donc également séropositif depuis juillet 97, donc ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Ça ne fait que confirmer la règle. Bon, j'en rigole aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 15 ans, je riais jaune. J'avais 19 ans, donc effectivement, j'ai passé mon adolescence dans les mosquées, à jamais parler de sexualité ni rien du tout. Le jour où je me suis découvert, où j'ai assumé, où je me suis avoué à moi-même, on pourrait dire ça comme ça, que j'étais homosexuel, je me suis dit t'es attiré par les garçons qui sont autour de toi, qui t'apprennent le Coran par cœur, etc. Donc c'était quand même une situation un peu cocasse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la réaction première, c'est que je pouvais pas gérer les deux. C'est ce qu'on appelle en psychologie dissonance cognitive. J'arrivais pas à gérer ces deux représentations-là. C'est ça. Donc à un moment, vous renoncez à votre spiritualité en quelque sorte pour pouvoir vivre votre vie tout simplement. Plus que ça, c'est vraiment se délester d'un fardeau qui était devenu maladif. J'en étais malade, j'avais des vertiges quand je devais faire la prière, donc c'était vraiment insoutenable. Et j'ai plus que délesté la religion, je l'ai rejeté. Vous sentiez coupable finalement d'être homosexuel? Bizarrement non, parce qu'une fois que je me suis avoué que j'étais homosexuel, j'ai eu tous ces rêves érotiques pendant 5 ans que j'avais refoulés durant toute mon adolescence, qui sont revenus à la mémoire. Alors pendant 15 jours, c'est très très... D'ailleurs, j'ai fait des études de psycho après, parce que je voulais comprendre comment on pouvait refouler comme ça une part aussi importante de nous-mêmes. Et c'était une période charnière, parce que je m'en voulais plus, en fait. J'avais passé un cap. Par contre, je n'arrivais toujours pas à concilier ce que je suis, ce que j'étais à l'époque, j'ai compris que j'étais, avec ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire ma spiritualité, une recherche spirituelle, humaine, un élan vers les autres, etc. Tout ça, j'arrivais pas à le gérer. Aujourd'hui, vous avez l'air d'être vraiment en paix. Et d'ailleurs, quand on vous lit, je rappelle le titre de l'ouvrage, Le Coran et la chair, aux éditions Max Mio, on a l'impression que vous êtes en paix avec tout ça et que surtout vous avez envie d'aider ceux qui traversent ce que vous avez traversé en quelque sorte. Alors ça, oui, c'est l'objectif premier. J'ai créé une association, j'ai écrit ce bouquin, je fais un doctorat aussi sur la question. Donc j'ai vraiment envie, non pas de convaincre parce que ça prendra des décennies, de faire évoluer non pas l'islam, parce que l'islam il n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, on peut pas l'appeler pour le faire évoluer ou le faire changer d'avis, mais en tout cas la représentation que la plupart des gens ici en France ont
du rapport à l'islam, à la tradition, etc. Mais vous dites bien que de toute façon, dans le Coran, il n'y a aucune interdiction d'être homosexuel. Oui, ça c'est ce que je répète en permanence dès qu'on me demande mon avis, à ces gens qui traversent les mêmes choses que j'ai traversées, ces mêmes épreuves, que le terme homosexualité ne figure pas dans le Coran, et à chaque fois qu'on en parle, c'est pour parler de violence, de viol, avec des hommes, avec des femmes, mais c'est la question du viol et du libre arbitre et du consentement qui est traité dans le Coran et non pas celle de l'homosexualité en tant que telle. Alors, vous avez créé une association. Je suppose que vous avez donc des jeunes qui vous parlent. Est-ce que c'est toujours autant de souffrance, autant de difficultés à assumer Oui, je crois qu'on peut imaginer que c'est dans des sociétés très machistes dont la plupart d'entre nous viennent, parce qu'on soit musulman ou d'origine musulmane, c'est la même chose, je pense. La question des hommes efféminés, de l'homosexualité, surtout masculine, est de plus en plus prise comme un bouc émissaire pour justifier de telle ou telle de la décadence, de tel ou tel problème qu'on pourrait avoir, etc. Donc ça passe pas inaperçu. Donc oui, ils en souffrent beaucoup, mais le point positif là-dedans, c'est que ça évolue, c'est que ça change et que les gens qui passent plusieurs séances avec nous, qui viennent, qui parlent dans des groupes de parole et de soutien, arrivent après à déculpabiliser, à dire oui, je commence à comprendre que c'est l'interprétation des textes, c'est la tradition, c'est les préjugés, que ça existe partout. Parce qu'il y a ça aussi dans la culpabilité, c'est de se dire c'est parce qu'on est arabe ou parce qu'on est d'origine musulmane que ça nous pose problème. Parce que c'est les musulmans qui sont comme ça. En fait, au fin fond du 16e, vous avez des gens qui sont très très bien éduqués et très homophobes aussi. Bien sûr. Alors, je viens de recevoir un mail et je suis désolée, il paraît qu'il ne faut pas que je dise religion islamique, mais religion musulmane. Oui. Vous dites ce que vous voulez, vous êtes libre. D'accord, non, mais peut-être qu'il y a une raison. Oui, pour moi, c'est très bien. Mais pourquoi je ne dois pas dire religion islamique? Non, mais moi, j'ai envie de me cultiver. C'est pas... Alors ça, je sais pas. Peut-être parce qu'on parle beaucoup d'islamistes aujourd'hui et que c'est un terme qu'on a inventé tout spécialement pour la religion musulmane, qui est un terme très laid, qui fait référence, bien sûr, à... mais islam, ça veut dire être en paix. C'est vrai. C'est un processus en devenir, c'est vrai. Ce serait peut-être mieux de dire religion islamique, donc finalement... C'est vrai. En paix, une bonne fois pour tout. Ludovic Mohamed Zahed est avec nous. Il y a des auditeurs qui ont des questions à vous poser. On va déjà donner la parole donc à Elsa. Bonjour Elsa. Oui, bonjour. 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 Alors j'aurais deux questions. La première, c'est dans la religion musulmane, est-ce que la sodomie est autorisée? Et la deuxième question, c'est est-ce que aujourd'hui vous avez une relation avec votre famille proche, vos parents, vos frères et sœurs ou vos amis? Alors je vais commencer par la seconde qui est la plus facile et la plus positive, et puis la première est quand même plus compliquée mais très intéressante, je trouve aussi. La première, oui, je m'entends très bien avec ma famille aujourd'hui, sauf avec mon frère aîné qui a encore un peu de mal, mais bon, je pense que ça viendra. Il a une fille qui vient de naître. Bon, on va se rapprocher, je pense. Il faudra peut-être un peu de vaseline, oui. Oui, j'irai pas jusque-là. Je pense que oui, c'est pas le genre de la Bezos, si je puis dire. Mais avec mes parents, en tout cas, ça se passe très bien. On s'est marié avec mon partenaire qui est sud-africain, où le mariage est permis. On a fait un mariage religieux une fois qu'on est revenu en France. Ils étaient là, mon père, ma mère, ma sœur, mon beau-frère. Donc tout se passe bien de ce point de vue-là. Mais ça a pris 10 ans quand même. Oui, mais peut-être aussi. Ludovic Mohamed Zahed, c'est parce que vous aussi, vous avez changé, vous êtes peut-être beaucoup plus en paix avec vous-même. Donc forcément, la manière dont vous communiquez avec eux est plus facile. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est très vrai. La lutte contre l'homophobie, contre les discriminations, contre la peur que suscite l'homosexualité, ça passe déjà par le fait d'être visible, de s'assumer, d'être apaisé. Bon, alors c'est pas évident. Aujourd'hui, l'Institut de veille sanitaire nous dit qu'en France, il y a 15 fois plus de suicides chez les jeunes adolescents qui sont homosexuels que chez les autres. Donc il y a quand même un gros problème de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il ne faut pas travailler la question, et ça passe par le fait de se réunir dans des associations, travailler la question des textes, par exemple. On a posé la question de savoir si la sodomie était permise ou pas. Alors justement, bon, moi j'ai envie de dire, tout est permis tant qu'on se fait pas du mal et qu'on se respecte les uns les autres. L'islam des premiers siècles était très cultivé, les poèmes autour de la
sexualité, l'homoérotisme. On reçoit souvent Malek Chabel qui nous explique bien que c'est une religion très érotique en quelque sorte. Oui, très érotique et pas du tout phobique au niveau du rapport à la sexualité. Ça, c'est venu plus tard, c'est venu à l'ère moderne, quand, pour rentrer un peu dans les détails, les intellectuels de l'Empire ottoman se sont sentis de plus en plus infériorisés par rapport à une Europe qui était de plus en plus omnipotente, omniprésente, etc., alors que c'était l'inverse pendant des siècles. Et donc, ils ont remis en cause les normes culturelles et sociales. Donc, ils ont commencé à se poser la question de savoir si, effectivement, c'était pas leur inertie civilisationnelle n'était pas due au fait qu'ils aimaient un peu trop les garçons, un peu trop l'alcool, un peu trop les poèmes, et pas assez le Coran et la tradition du prophète. Toujours la même histoire. Toujours la même quelle histoire. que soit la religion. Partout. Et partout. On le repli identitaire. Merci Elsa de votre question. Vous restez avec nous, Ludovic Mohamed Zahed. Nous avons d'autres auditeurs également qui ont des questions à vous poser. Oui, on est un petit peu en retard, mais c'est normal, c'est passionnant. Et donc, on se retrouve dans un instant. RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Eh bien, nous sommes toujours avec Ludovic Mohamed Zahed pour parler de l'homosexualité et de l'islam, de la religion musulmane. Voilà, j'apprends vite, vous voyez, formidable, grâce à vous. Et puis, juste avant, je sais que ça vous intéresse pas du tout, Ludovic Mohamed, mais ça intéresse quand même beaucoup d'auditeurs. Je vais vous parler de notre pin-up, notre petite secrétaire qui est, je ne sais toujours pas si elle est avec ou sans culotte, mais en tout cas, c'est Madame Pile et Face. Pour l'instant, elle nous montre surtout la face. Elle garde toujours sa cravate qu'elle dénoue allègrement. Voilà, et bien n'hésitez pas, vous pouvez aller la voir sur notre blog. Alors, Ludovic Mohamed Zahed, nous avons des auditeurs qui ont des questions à poser, beaucoup d'auditeurs qui appellent. C'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant et vous en parlez de manière tout à fait remarquable. C'est Chris qui est avec nous. Bonjour Chris. Bonjour Chris, non, il n'est pas là, c'est pas grave. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour Stéphane, vous avez 29 ans et allez-y, Ludovic Mohamed vous écoute. Voilà, alors pour ma part, en fait, je voulais vous demander, c'est que je sais que l'islam est une religion nataliste, en fait, et j'aimerais savoir si c'est pour cela, notamment, que l'homosexualité y est interdite, en fait. Vous connaissez des religions qui ne sont pas natalistes, Stéphane? Moi, j'en connais pas. Non, c'est clair que toutes les religions y sont, mais c'est vrai que je sais que l'islam est vraiment une religion nataliste de ce côté-là, donc... C'est difficile de dire qu'est-ce qui relève de l'islam, qu'est-ce qui relève de la culture, qu'est-ce qui relève de la tradition, de l'éducation. Tout est lié, tout s'interpénètre, si je puis dire. Oui. Il y a des va-et-vient entre les uns et les autres. Donc c'est difficile de dire l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. L'islam ça a toujours évolué. Dès le départ, je pense que l'islam est, parce que c'est venu en dernier, une religion assez pragmatique. Le prophète des musulmans a prêché pendant 23 ans dans le désert, certains disent, mais pendant 23 ans, il y a des versets du Coran qui ont été remplacés par d'autres, etc. Donc c'est vraiment l'antinomique d'une religion statique où qu'on pourrait essentialiser en disant l'islam c'est nataliste ou pas. Et il y a des traditions prophétiques qui sont rapportées. Alors c'est toujours compliqué de savoir si elles sont véridiques ou pas, mais le fait est qu'il est intéressant qu'elles aient été rapportées pendant des siècles, qui parlent de ces femmes qui voulaient divorcer parce que leur mari avait un pénis trop court, ce genre de choses. Donc c'est très très loin de ce préjugé de la religion de l'islam comme une religion nataliste, je pense. Ça c'est venu après. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait justement alors que l'homosexualité y est interdite en fait à la base? C'est là toute la question. Est-ce que l'homosexualité était interdite? Encore une fois, l'exemple du prophète des musulmans est intéressant. Il avait des mukhannathun, c'est-à-dire des androgynes. Khuntha en arabe, ça vient d'androgynie. Ça veut dire androgynie. Donc ces androgynes qui servaient les femmes du prophète, ces femmes du prophète qui nous disent qu'elles ne se voilaient pas devant ces androgynes parce qu'ils n'avaient pas les attributs de la masculinité. Là encore, la masculinité, qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes, etc. Donc on sent que ces personnes qui étaient
qualifierait aujourd'hui de gay, d'homosexuel, de transidentitaire, etc., étaient acceptés, tout à fait insérés socialement. Ils avaient une fonction sociale. C'était des petites mains. Mais tout simplement, j'ai l'impression, Ludovic Mohamed, que de toute façon, l'homosexualité a longtemps été combattue dans beaucoup de religions, de cultures, depuis toujours, mais que aujourd'hui, on arrive quand même un petit peu à avancer sur ce point. Et moi, je reste assez optimiste. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, de manière générale, le rapport au religieux, le rapport à la religion est beaucoup moins traditionnel et plus individualiste. C'est-à-dire que je vais choisir, et moi je l'ai fait, j'ai été vers le bouddhisme, j'ai été vers d'autres spiritualités, le judaïsme, la kabbale, etc., pour m'inspirer, pour réinterpréter, me réapproprier mon héritage islamique, musulman, appelons ça comme on veut. Donc tout le monde le fait. Donc les homosexuels le font aussi, de plus en plus, c'est récent, mais c'est dans l'air du temps et c'est à l'avant-garde d'une réflexion qui est au cœur des problématiques politiques de nos sociétés actuelles. Ça n'a rien d'une problématique qui est exportée de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos sociétés. Ce rapport à la religion, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que c'est que le christianisme, la tradition, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire une religion est homophobe. Il y a tellement de représentations différentes de telle ou telle religion. Et en ce qui concerne l'islam, c'est encore pire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clergé établi, il n'y en a jamais vraiment eu. En tout cas, pas depuis des décennies. Donc, c'est le propre d'une religion qui peut s'ouvrir à l'autodétermination, à la laïcité, à la démocratie. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette montée des extrêmes. C'est parce que ces extrêmes qui sont extrêmement minoritaires sentent qu'ils sont en train de perdre la partie. Mais j'ai quand même le sentiment que, en tout cas en France, l'intime échappe maintenant aux religions. Je veux dire, on a quand même un petit peu plus la liberté sur le plan de l'intime de faire ce qu'on a envie. Oui et non. Alors je vais pas tomber dans l'angélisme. Il faut dire quand même que la sexualité de manière générale et l'homosexualité, selon certaines études, l'IFOP en 2009 par exemple, tendrait à montrer que pour 70% des musulmans aujourd'hui, la sexualité de manière générale et l'homosexualité, ça reste un grand tabou, le plus grand des tabous. Donc ça pose encore problème. Ça, c'est encore les relents d'une éducation que des parents comme les miens, même s'ils ont été éduqués sous l'Algérie française, dans l'Algérie française, ils ont quand même eu une éducation assez traditionnaliste. On parlait pas de sexualité, absolument pas. D'ailleurs, c'est un problème. Les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et s'il y avait une scène d'amour ou de sexe à la télé, on changeait de chaîne. Vous voulez dire que si finalement vos parents avaient été vous avez plus parlé d'éducation sexuelle, vous ne seriez peut-être pas devenu séropositif ? Alors ça, c'est une question que je me suis posée très sérieusement après l'adolescence, après avoir été contaminé par le sida. Je pense que c'est pas vraiment le cœur du débat, parce que mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Quand ils ont su que j'étais séropositif, ils m'ont dit c'est une maladie, alors que l'homosexualité leur a posé beaucoup de problèmes, surtout à ma mère. Oui. Elle a pleuré pendant 2 mois, alors que la séropositivité, ça pose toujours beaucoup de problèmes aux mères. Hein, vous savez. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et puis elle me disait la maladie. J'ai peur de la maladie, tu vas tomber malade. Homosexualité égale sida, encore pour beaucoup de gens malheureusement. En tout cas, bravo. Et ça s'appelle Le Coran et la chair. C'est aux éditions Max Mio. Ludovic Mohamed Zahed, merci d'être venu nous parler. Et il y avait encore plein de questions. J'ai reçu plein de mails aussi. Alors, oui, bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, mais ça c'est normal. Avec moi non plus d'ailleurs, rassurez-vous. Merci beaucoup.